Voilà, merci Pierre d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui suis très heureux et très honoré. C'est ta 3e conférence à la SALS. Oui. Et cette année, ce sera sur l'Atlantide, nouvelles interprétations de l'Atlantide. Je rappelle que tu es un intellectuel français, professeur de philosophie en retraite, auteur d'articles et d'essais, et qu'il y a de nombreuses vidéos aussi à voir sur Internet, que tu donnes régulièrement des conférences sur des thèmes politiques et sociaux, en livrant une analyse géopolitique et philosophique de l'histoire contemporaine, à laquelle tu apportes un éclairage particulier, lié à ta connaissance de l'histoire et des langues et des civilisations. Et il y en a tant et tant à dire, évidemment. C'est très difficile de résumer. Je l'ai lu quelque part déjà. Je l'ai lu quelque part, oui, oui. Alors aujourd'hui, le thème de l'Atlantide, l'île engloutie, qui est connu, mais donc tu disais le texte de Platon qui le popularise ne sera jamais assez serré de près. Oui. Et c'est pourquoi nous avons choisi aussi ce thème. Donc il y a beaucoup de descriptions de la capitale des Atlantes qui méritent d'être lues à la loupe dans les textes de Platon. Oui, voilà, oui, très bien. Voilà. Très bien. Et bon, on aura le temps évidemment de rentrer dans le vif du sujet. On fera comme d'habitude une pause à peu près à partir de 1h30 d'intervention, une pause crêpes et boissons. Et ensuite on reprendra le cours de la conversation du thème et surtout on fera des échanges interactifs avec le public. Merci beaucoup d'être présent. Je te laisse la parole, Pierre. Merci bien, merci Émilie. Donc, voici, merci messieurs, dames, merci mon Dieu, merci. Eh bien, voyez, donc, Émilie, en effet, m'a rappelé ce que j'ai fait dans l'existence. J'étais professeur de philosophie longtemps. Je travaillais. Je prenais aussi des congés, ce qui me permettait de travailler, mais ailleurs, évidemment. J'ai travaillé un peu en Autriche, j'ai travaillé en Bavière. Et mon sujet de philosophie était un disciple de Wagner, qui était professeur de philosophie à Prague, puisqu'il y avait à Prague une université allemande depuis la fin du 19e siècle. Et j'ai connu la famille aussi, le fils qui était devenu musulman, qui était professeur à Heidelberg. Et donc, disons, la philosophie a été, pour moi, comme beaucoup de gens de ma génération, un élément, pas quelque chose qui tourne à l'idéologie, mais un élément de culture, et un élément, disons, de transmission d'un passé qui n'était pas passé, d'un passé qui était toujours représenté par des textes littéraires, par des monuments littéraires, par des monuments proprement dits, et aussi, il faut le dire, ceci est moins sensible maintenant, par des mœurs, des structures d'État, des structures familiales, des rapports même, non seulement politiques, mais guerriers, par exemple, des pratiques d'armistice, des pratiques de pardon, par exemple, qui ne sont plus le cas aujourd'hui, puisque de moins en moins, disons, il y a le respect de l'ordre général, c'est-à-dire que on va toujours à des affrontements, et dans ces affrontements, comme disait un grand ministre autrichien, qui était le prince Metternich, la paix, c'est pas l'ordre. La paix, c'est la fatigue du désordre, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on essaie de, quand on est fatigué, un boxeur, il essaie de reprendre pour pouvoir retourner sur le ring. Tandis que la formule, la paix, c'est le repos de l'ordre, une formule attribuée à Saint-Augustin. Je ne dis pas que je mette en doute cela, mais enfin, la question n'est pas de savoir si ces personnages existent. Ces personnages n'auraient-ils pas existé? Ils ont écrit. Bon, donc, nous regardons, disons, les traces. Et il avait dit ceci, puisque j'en parle, à propos de la paix de Paris, qui était la fin de la guerre de Crimée. On peut dire de toutes les guerres que nous avons connues. Moi, j'ai connu la guerre, un peu les bombardements anglais sur Toulouse, mais nous avons connu aussi une guerre civile à Toulouse pendant trois semaines. Il y avait des exécutions à partir de 17 ans. On était jugés le soir à la manière révolutionnaire et exécutés le matin. Ça s'est arrêté grâce aux Marocains. J'espère des Marocains qui sont dans cette salle, puisque
tous les révolutionnaires avaient occupé la préfecture, et comme il fallait que De Gaulle vienne, je me souviens avoir encore accueilli De Gaulle avec des petits papiers, il a fallu demander aux Marocains d'enlever tous ces gens, dont certains ne peuvent être nommés qu'avec respect. On les reconnaît à l'étoile, mais enfin disons qu'on n'en parle jamais. Et il y avait aussi donc des Serbes, enfin tout ça, des Rouges espagnols, tout ça, qui ont tenu avec l'armée et la police, qui étaient véritablement terrorisés. Alors tout ceci, voyez-vous, quand on a essayé de... Mes maîtres qui avaient passé par ces épreuves, essayer après la Seconde Guerre mondiale de retrouver, disons, une sorte de civilisation, de maintenir une sorte de civilisation par des exemples passés qu'ils empruntaient à Platon, Aristote et autres, à travers la romanité, par exemple. Et pour nous, pour moi, par exemple, qui ai fait mes études, enfin, j'ai eu le bain à peu près dans les 59, 60, le grand choc n'a pas été le choc de la guerre, bien sûr, parce qu'autrefois, nous avions des guerres, mais nous avions quand même toujours, comme après une catastrophe, un printemps qui revenait. Là, nous avons eu une absence de printemps, si je puis dire, en jouant sur les mots, lorsque, après 68, par exemple, nous avons vu des choses comme qui n'existaient pas des siècles auparavant. Diminution ou suppression de la dissertation, suppression pour les professeurs de français, par exemple, de l'obligation de lire du grec. Maintenant, c'est faculté de ne plus connaître le latin. Avec des personnages qui me disent, j'ai des personnes d'une quarantaine d'années, bon, ce sont des filles, je crois que ce sont des filles, enfin, qui ont des apparences, disons, modernes, et qui me disent, je ne connais pas, je ne sais pas moi, tel poète du 19e siècle. Bon, tout ceci est très grave pour nous. Notre génération, c'est-à-dire celle comme moi qui avait fait, bon, passé par la grecque, enfin, le choix de philosophie, ou les gens de l'école des Chartes, par exemple. Quand ils me voient, quand nous nous voyons, nous disons, eh bien écoute, c'est fini maintenant, hein. Les petits-enfants ne nous écoutent plus, après nous le déluge. Vous savez que c'est une fausse citation, mais c'est une fausse citation, ça n'a jamais été dit par Louis XV. Mais disons, nous verrons demain, il y aura une catastrophe, mais nous on n'y est pour rien. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un abandon. Et c'est ce qu'explique Platon, justement, dans le Timée. Il dit, ne croyez pas que les civilisations maintiennent leur mémoire, maintiennent leur passé, comme par exemple nous avons le sentiment de l'identité parce que nous savons ce que nous avons fait hier et les autres années, comme celle de l'identité, mon identité, si je puis me permettre de dire, que je vous expose. Non, il peut exister, il peut survenir par des catastrophes, le mot est grec, vous savez, des cataclysmes, des pertes de mémoire du passé, d'identité de soi, qui peut durer des siècles, au point même que la comptabilité des siècles devient impossible, et qu'on imagine, évidemment, c'est ce qu'explique le récentisme, qu'on imagine des points de départ. On vous dit tout d'un coup, il y avait des barbares, ben oui, tout d'un coup, il y a eu le miracle grec. On ne sait pas pourquoi, mais un jour, les gens se sont disciplinés, ils se sont, disons, rangés. Platon prétend que le genre humain est éternel, comme les dieux. Il n'y a pas que des dieux particuliers, vous avez des dieux jeunes, même, il dit. Il dit que si la nature, par exemple, le corps humain, est fabriqué avec beaucoup disons, d'énergie, c'est que ce sont de jeunes dieux qui ont fait le travail. Et que justement, la rançon de leur jeunesse, c'est qu'ils n'ont pas prévu l'usure. Ils ont prévu la force, mais pas l'usure. Tout ceci, à l'époque, ce qu'on appelle la sagesse antique, c'est le fait de ne pas s'inquiéter, justement, de l'existence de l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine n'étant qu'un miroir d'une espèce supérieure, voyez-vous, elle n'existe que, disons, parallèlement à celle-ci. Les dieux peuvent mourir, si je puis dire, ils peuvent mourir, ils peuvent se blesser, on peut imaginer leur mort, mais on ne peut pas imaginer, disons, leur succession, leur capacité d'engendrement. Ce qu'on appelle, en allemand, vous savez, c'est extrêmement fort, c'est le mot de werden, de devenir, qui a donné le mot de wert, de valeur, voyez. Et le werden, c'est une notion beaucoup plus forte que l'être ou le non-être. Le werden est permanent, car c'est une régénération, voyez-vous. Alors, pour ce qui est de Platon, est-ce que la culture grecque a servi de moteur de régénération?
de capacité de régénération, oui. Quand on parle de l'Atlantide, je vais commencer par ce que vous savez ou avez entendu dire. Vous avez un grand nom j'allais dire au 19e. Oui, il est né au 19e. Mon père aussi était né au 19e. C'est Jürgen Spanut, qui était un pasteur, originaire de l'Autriche, exactement, c'est la Styrie, le pays des taureaux. Et il est allé étudier, évidemment, l'Atlantide, qui elle-même avait comme culte le culte du taureau, d'après Platon. Comment dirais-je, ce Jürgen Spanut a écrit sur l'Atlantide retrouvée. Il a écrit sur les Philistins, par exemple aussi. Les Philistins comme Lehrmeister, c'est-à-dire instructeur et adversaire des Israélites. Vous avez également le retour des Héraclides, dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'il estimait, comme beaucoup d'auteurs, que ce qu'on appelle l'invasion des Doriens, Dorus c'est la lance, l'invasion des Doriens en Grèce, qui était à l'origine de la construction d'Athènes, etc., était en réalité une transposition des peuples du Nord, de l'Hyperborée, comme on dit, en Grèce. Cette notion n'est pas moderne. Si vous regardez Wikipédia, vous avez des idéologues qui vous disent ça, c'est le nationalisme allemand. Non, ils disent ça pour cacher leur propre nationalisme, qui est plus étroit, bien sûr, qui n'est pas impérial. Ce n'est pas du tout un nationalisme. Tous les poètes, beaucoup de poètes, par exemple Apollodore, qui n'est connu que par son nom, on ne connaît rien de lui, on a de lui une mythologie, par exemple, il dit que lorsque Hercule, vous savez, je vous donne cet exemple-là, lorsque Hercule a libéré Prométhée, qui était sur le mont Caucase, Prométhée a voulu le récompenser en lui disant, je vais t'aider à accomplir ton 12e travail. C'est-à-dire, tu vas aller libérer, tu vas aller cueillir les fameuses pommes d'immortalité. C'est les pommes des Hespérides. Bien. Et Apollodore dit, il y en a chez nous qui croient que ces Hespérides se trouvent en Libye. Non, il dit, elles ne sont pas en Libye, elles sont en Hyperborée. Bon, ne me dites pas que ça a un rapport avec le national-socialisme. Ou alors, évidemment, c'est que vous avez la capacité de remonter le temps. C'est du Jules Verne à ce moment-là. Non, je vous parle de Jürgen Spanut parce que c'est un homme qui a, je pourrais dire, comme nous sommes entre nous, évidemment, je peux vous donner un détail significatif. Il est né, vous allez me dire, ça n'a pas de sens, il a un sens rapide. Il est né, je crois que c'est un 10 janvier, c'est-à-dire c'est un Capricorne. Et vous savez que les Capricornes, en général, sont sous le signe, sont influencés par Saturne. Vous avez un Capricorne célèbre, par exemple, qui est un grand poète, que vous connaissez, qui est Goethe, et qui, parce qu'il était influencé par Saturne, est devenu le directeur des mines. Parce qu'en Allemagne, tout le monde travaille, y compris le poète. Il est devenu directeur des mines en Saxe. Je crois que c'est en Saxe. C'est-à-dire tout ce qui creuse, tout ce qui touche la pierre. Et cet homme, Jürgen Spanut, donc, est né en 1995, et il a toute sa vie été au contact de la pierre, parce qu'il a passé, chose qui est difficile en France, même impossible, il a passé en 1914, à l'époque où nous partions en guerre, beaucoup d'Allemands restaient travailler à l'université, puisque le service militaire n'était pas obligatoire, comme en Angleterre d'ailleurs, voyez-vous. Ceux qui étaient des professeurs, des étudiants valeureux, ou les prêtres, par exemple, évidemment, n'en parlons pas, étaient dispensés du service militaire. On estimait qu'ils devaient être conservés pour le maintien de la race et de l'amélioration, voyez. Donc, nous, c'était sac au dos des curés, même, voyez-vous. On a perdu beaucoup de monde, vous savez, chez nous, à l'école normale, en particulier en 1914. Peggy en parle de cela. Et lui, au contraire, a pu travailler à la fois 2 licences, chose qui est impossible chez nous. La licence de grec, avec un professeur qui était spécialiste des Étrusques, et l'archéologie. C'est-à-dire qu'à 17-18 ans, voyez-vous, il avait donc la double formation en même temps. Car, je me permets de dire des choses utiles à propos d'une question intéressante. En Allemagne, il n'y a pas de concours d'enseignement. Il faut le savoir. J'ai demandé, puisque nous sommes entre nous, j'ai demandé à un professeur qui est mort maintenant à Vienne, Bénédicte, et je lui ai demandé quel est votre programme de cette année au concours. Il dit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu au 19e, 20e siècle, tout, non. Soit le Kaiser, que ce soit le peintre en bâtiment, qui n'était pas peintre en bâtiment, il n'y avait pas de concours.
il y avait, on estime simplement, ça c'est la moralité, que votre licence, si on vous la donne, c'est qu'elle vaut quelque chose. Est-ce que vous voyez? Si on vous donne un baccalauréat, c'est pas pour passer ensuite des imitations du baccalauréat qu'on appelle des concours d'entrée. Voyez-vous? Et quand vous passez l'agrégation, par exemple, vous faites un immense baccalauréat. Eux, l'allemand préfère aussitôt que vous vous engagez dans une recherche déterminée. Ce qui fait que vous aviez des thèses qui étaient à l'époque quand vous avez 24-25 ans, alors que de mon temps, je me souviens, je voyais des professeurs de 50 ans, 55 ans, qui passaient comme des enfants, des thèses devant des jurys, qui les regardaient avec des airs, j'allais dire de mots, je me censure sans cesse, des yeux qui résistaient à la culture, voilà, si je puis me permettre. Bon, je reconnais que c'est pas très fort, mais c'est comme ça. Eh bien, comment dirais-je, ce qu'a fait Jürgen Spanut, aucun Français ne pouvait le faire à cause de la structure de notre établissement, de nos établissements. Il a découvert que l'Atlantide, d'après les textes de Platon, et d'après l'Odyssée en particulier, et surtout le texte, le chant 6, je crois, oui, celui qui porte sur la découverte de Nausicaa, ensuite la description de l'Ithaque, de l'île d'Ithaque, tout ceci était la description, le reflet du nord de l'Europe, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'Hyperborée, c'est-à-dire exactement de l'île de Heligoland, qui signifie d'ailleurs, vous savez en allemand, le territoire sacré. Les Anglais ont essayé après la guerre, en 1947, de l'écraser de bombes, c'est assez impressionnant, parce que c'était une base sous-marine. Enfin, on ne voyait pas pourquoi il l'écrasait de bombes en 1947, voyez-vous? Parce qu'ils auraient pu au contraire s'en servir comme d'une base. Le problème, c'est qu'ils ont essayé, mais là, l'île a tenu. Voilà. L'île a tenu. C'est ce qu'on appelle les dieux, évidemment. Et là, l'île a tenu, et c'est une île qui, si on considère les cartes depuis le XVIIe siècle, en effet, se réduit considérablement. Et cette réduction, d'après Spanut, expliquait l'émigration, la Wanderung, donc l'émigration de ces peuples qui auraient transporté, on le verra dans les photographies, leur civilisation sous le nom des descendants d'Héraclès, voyez, en Méditerranée, et en particulier à Athènes, à Sparte aussi, dans Crète, et aussi, parce qu'il ne faut pas faire la distinction, trop grande, la poussée trop grande, en Ionie. Bien. Il l'a démontré de manière très détaillée, en utilisant non seulement la littérature grecque, mais la littérature latine, pour démontrer à chaque fois qu'il y avait eu un cataclysme. Il a donné l'exemple d'Ovide, par exemple, dans les Métamorphoses, je crois que c'est le livre 5, où Ovide décrit une terreur sur toute l'Asie, où en une nuit, toutes les maisons, toutes les villes brûlent. Car ce cataclysme dont on parle est un cataclysme subi. Dans le texte de Platon, on dit que l'Atlantide a été détruite, comme d'ailleurs une armée athénienne qui luttait contre elle, en une nuit et un jour. Alors je vous donne d'ailleurs déjà la fin de ce que je vais dire. Ceci implique évidemment ce que Platon appelle une parallaxis, vous verrez le mot dans la deuxième image, mais on verra tout à l'heure, c'est-à-dire la présence d'un corps qui ne suit pas le chemin ordinaire tracé. C'est ce qu'on appelle le mythe de Phaéton, vous savez, le fils du soleil, qui ne suit pas la route de son père et s'écrase contre la terre, ou tout au moins frôle la terre suffisamment pour pouvoir semer le feu. Bon. Ceci se retrouve nettement marqué, et je vous dis jusque dans Ovide. Alors, évidemment, nous sommes libres entre nous, enfin, vous savez que je me suis censuré toujours très difficilement, même si on dit qu'Ovide, par exemple, c'est la thèse de Baldauf en Suisse, au début du siècle, en 1905. Baldauf est un Allemand de Suisse qui a écrit sur Ovide et sur la poésie classique, la poésie classique des tragiques, grecque aussi, en disant que elle était identique au rythme de la poésie allemande de l'époque. Et donc il disait que c'était des gens du XIIe, XIIIe siècle. Bon, évidemment, c'est une possibilité,
en fait, nous ne savons rien. Nous ne pouvons pas conclure dans un sens ou dans l'autre. Et je vous dirais qu'en philosophie, ceci a peu de sens. Puisque, comme on dit, la raison pratique, la morale l'emporte sur la connaissance pure. Nous ne sommes pas là pour connaître seulement, ou plutôt nous connaissons pour agir. Et pourquoi l'agir est le plus important? Parce que nous sommes limités. Et que si nous-mêmes nous ne connaissons pas la vérité, au moins nous sommes là pour aider des générations à venir à la connaître. Donc la priorité, c'est donc assurer la santé aux générations présentes. Est-ce que vous voyez? Ça c'était, disons, ce qu'on appelle la morale pratique. D'ailleurs, je vous signale, enfin je vous le dis parce que dans Kant, par exemple, on dit que la morale, que la notion de Dieu est une notion qui vient de la morale, de la raison pratique, et pas de la raison pure, évidemment. La raison pure, vous trouvez toujours le contraire. Il y a un début, il n'y a pas de début, il y a un commencement, il n'y a pas de commencement. Alors que si vous êtes un orateur ou un bon avocat, vous pouvez en jouer, voyez-vous. Vous dire, moi je suis un pasteur, je suis un pape, je peux jouer de cela. Mais si vous voulez agir, évidemment, il faut se décider à répondre au plus pressé. Et le plus pressé, c'est de savoir ce qu'il y a de vital pour l'individu. Voilà. C'est ça le vital, d'abord, ce qu'on appelle primum vivere, deinde philosophari, d'abord vivre et ensuite philosopher. Voyez-vous? Mais vous ne pouvez avoir cette notion que si vous savez que la philosophie est justement ce qui vous incline à la pratique avant d'abord de vous incliner à la théorie. Un mathématicien peut théoriser, un astronome peut théoriser avec des hypothèses, évidemment, des hypothèses qui se contredisent ou qui se limitent. Mais si vous agissez dans la vie courante, si vous faites de la politique par exemple, vous ne pouvez pas émettre des hypothèses. Vous êtes obligé de lancer un mouvement, voyez-vous, et de maintenir un mouvement contre sa propre destruction. C'est-à-dire vous estimez qu'il y a une prééminence ou une priorité à faire telle chose, voyez-vous, avant de savoir telle chose. C'est la raison pour laquelle la caste des philosophes ou la caste des prêtres, par exemple, dans toutes les sociétés traditionnelles, est différente des autres castes, voyez-vous, y compris de la caste des politiciens, de la caste des guerriers, voyez-vous, et de la caste des dirigeants. Les dirigeants peuvent être influencés par de la philosophie, ils ne font pas de la philosophie. Vous avez, comment dirais-je, aussi dans ce qu'a fait cet homme dont je parle, Jürgen Spanut, vous avez des reproductions, évidemment, il a tâché de reproduire des cultes nordiques, hyperboréens, comme on dit, de voir leur reproduction dans la vie courante. Alors, une de ces reproductions, je ne veux pas vous charger, mais la plus importante est celle qu'on appelle les colonnes d'Hercule. On croit que les colonnes d'Hercule, lorsqu'on entend cette expression, désignent une situation géographique. Par exemple, quand Hercule aurait, par exemple, comment dirais-je, fait une sorte de cap entre l'Afrique et l'Espagne, voyez-vous, eh bien on dit, au golfe de Cadix, par exemple, on dit, voilà, ça, il s'agit des colonnes d'Hercule. Ben, écoutez, je ne sais pas si Hercule qui l'a fait, c'est quelqu'un de très fort, voyez-vous. On l'appelle colonne d'Hercule, pourquoi? Et alors, on ne demande pas toujours pourquoi. Si, on peut demander pourquoi, parce que ce terme de colonne d'Hercule se retrouve également dans d'autres endroits. Et ces endroits désignant les colonnes d'Hercule, d'après Spanut, le pasteur Spanut, imaginez que c'est un pasteur, hein, voyez. Quand on vous dit, on critique le protestantisme, quel protestant est-ce que vous comprenez? Qui parle, comme on dit? Eh bien, cet homme-là a démontré que ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule, c'est ce qu'on appelle la colonne, Säule en allemand, la colonne du Irminsul. C'est-à-dire, ce que vous avez, cette colonne d'Irminsul, c'est comme une sorte de flèche. Vous avez le pôle, et vous avez au-dessus, on pourrait dire, Gewölbe, c'est-à-dire la courbe du ciel qui est soutenue. C'est un rapport entre le ciel et la terre, voyez-vous. Mais la terre soutient, si je puis dire, soutient elle-même le ciel. Voyez. Alors ceci, évidemment, peut être représenté, peut aussi signifier. Écoutez, il y en a qui l'ont dit, à mon avis, il y en a qui l'impriment, mais ça peut être également une des forces d'attraction de la croix, par exemple, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a un pilier, vous avez un pilier, et vous avez au-dessus l'horizon du ciel. Bon, Guénon l'a dit d'une manière un peu compliquée,
Mais évidemment, moi je le dis de façon plus simple, parce que j'ai pas quand même, j'ai pas traversé toutes les loges comme il a traversé, donc évidemment je reste encore un Candide, si j'ai pu dire, voyez-vous. Non, ça c'est bon, ne lui dites pas. Et ça, cette notion de colonne d'Hercule, voyez-vous, est rapportée, ce culte est rapporté en effet, attribué aux Hyperboréens, et non pas qu'on est allé les chercher chez eux, mais on pense qu'ils l'ont apporté dans la refonte de la religion grecque. On dit en effet la religion grecque était d'abord primitive et ensuite elle s'est éclairée avec une théologie. Ce passage peut-on dire, de la barbarie, du passage de l'ère, pourrait-on dire, des cyclopes par exemple, voyez-vous, à l'ère moderne, est ce qu'on appelle depuis Renan le miracle grec. Soit. Mais d'où vient ce miracle? Qu'est-ce qui a causé ce miracle? Lui-même disait, ce miracle, une civilisation ne peut pas venir d'elle-même où elle existe ici, ou elle existe ailleurs. C'est-à-dire, ou bien vous avez une civilisation en vous-même, ou bien elle vous est apportée. Vous ne pouvez pas germer pour produire une civilisation. Là, vous allez me dire, mais pourtant, bah, écoutez, regardez le monde, je ne sais pas moi, Chateaubriand parlait des Chinois constitutionnels. Quand vous êtes en Chine, vous apercevez qu'effectivement, la notion de l'État est extrêmement, enfin un peu frustre quand même par rapport à celle que nous connaissons. Et quelle que soit la technologie. Vous allez me dire d'où vient la technologie. Ouais, alors là, c'est une question plus difficile, parce que chacun a la réponse, évidemment. On sait très bien que ça ne vient pas oui, que ça vient de quelque part. Alors que cette notion de technique répond à une idée de finalité, répond à une certaine situation de l'homme dans le monde, à un rapport avec la puissance, etc. Pour Spanut, disons, c'était très simple. Ce que nous connaissions dans l'organisation militaire, alors, pas seulement de la Grèce, mais de l'ensemble du monde méditerranéen, et aussi des Philistins, par exemple. Le mot de Philistin est un mot, vous savez, hébreu, c'est un pluriel comme Philistine, mais le véritable nom, c'est Phénicien. Bon. Et bien sûr, des villes comme Tyr, des villes, etc., portent des noms. Écoutez, enfin, la ville de Tyr, dont on parle tant aujourd'hui, dont on parle moins, mais dont on parle encore, est un nom nordique, évidemment. Vous n'avez qu'à, je crois que c'est une des lettres, d'ailleurs, de l'alphabet nordique. Bon, vous avez même, je crois, enfin, je fais une parenthèse, mais vous avez dans le livre des Maccabées, par exemple, nommé Mathiatas, je crois, avec ces hommes, je vais en parler à propos du Timée, avec ces hommes qui passent son temps à déambuler d'un village à un autre. Les Philistins étant considérés comme des gens qui sont toujours casaniers, c'est-à-dire qui sont fixés sur un pôle, qui sont fixés justement sur, comment vous dire, un centre de gravité. Et autrement, évidemment, vous ne pouvez ni calculer, ni travailler si vous n'avez pas de centre de gravité. Un oikos, comme on dit en grec, un chez-soi. Alors, les types de Mathiatas, ce qu'on appelle la garde rouge, quoi, ils vont d'un endroit à un autre, et ils passent leur temps, ça, je finirai là-dessus, ils passent leur temps comment dirais-je, à faire la chasse aux incirconcis, et à circoncire de force les jeunes enfants. Je me rappelle, c'était Alle Kinder mit Gewalt, on dit dans la traduction biblique. La traduction luthérienne, c'est ça, Alle Kinder mit Gewalt, c'est-à-dire ils prennent tous les enfants, allez, crac, et circoncis. Je ne vais pas faire du Domherque de Ménacé, enfin, disons que il y avait une différence, si j'ai pu dire, de nature, voyez-vous, entre ces Philistins, donc, dont on a fait même, disons, l'équivalent d'idiot dans les Bibles, vous savez, ordinaires. Non, on pense même que le nom viendrait de Palaitinos, qui serait un compagnon ou un fils, je crois, de Poséidon. Bien. Il y en a qui sont allés très loin, puisque en Russie, je connais un peu, comment il s'appelle, Fomienko, par exemple, dit que, bon, évidemment, il met ça en rapport avec le Palatinat. Bon, je veux bien... ce n'est pas idiot, parce que c'est la même racine. C'est-à-dire qu'il y a véritablement... Palai signifie, vous savez, les anciens en grec, oi palai. Hein, mais il est certain qu'on peut trouver ce mot de palaitinos, évidemment, s'il appartient à une zone comme de peuples dont nous parlons, c'est des peuples qui ont été en extension, si vous voulez. Vous voyez, en extension. Et donc, il faut les suivre à la trace. C'est-à-dire qu'ils laissent des traces. Et ils font disparaître d'autres peuples. Pourquoi ils font disparaître d'autres peuples? Parce que ces peuples n'avaient pas de capacité de laisser des traces. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est gravissime, bien sûr.
Mais comment dirais-je, bon, celui dont je parle, le pasteur en question est mort en 91, il a été très célèbre en Allemagne, et il a par exemple donné disons, sur les Hespéries dont je vous parlais, enfin, il a essayé de voir que ces pommes d'immortalité, ce culte des morts aussi, le Totenkult par exemple, qui est célébré par les Atlantes, est en effet un signe que l'on retrouve sur les falaises du Nord, tout ça, c'est-à-dire ce culte des morts, n'oubliez jamais ça, le culte des morts est un culte nordique, en apparence beaucoup plus nordique que dans des pays du Sud. Je ne parle pas de notre Sud à nous, mais je vois par exemple que, mis à part en Iran, par exemple où je vais, où il y a quand même le culte des morts, je vois des régions à côté où le mort est craint. Voyez-vous ? Le mort n'a pas à être craint, puisqu'il vit avec le vivant. Voyez-vous ? Et s'il est craint, c'est que justement, la vie n'est pas ressentie comme quelque chose qui se renouvelle sans cesse, mais quelque chose que l'on peut perdre. Voyez ? Vous avez dans ce premier texte de Platon, alors vous avez deux textes de Platon, vous savez, qui parlent de l'Atlantide. D'abord, d'où vient le mot d'Atlantide? Il vient de Atlas, qui était, vous savez, un enfant de Poséidon. Alors, on a donné des différentes interprétations de Atlas. Vous savez que je l'ai dit ici même, qu'on a donné le nom d'Atlas pour dire que signifie le mot de as. Enfin, mettons, je préfère rester dans le domaine grec ordinaire. Les Nordiques diront que c'est une déformation de Altland, le vieux pays. Bon. En Allemagne, celui que je connais, c'est-à-dire, comment il s'appelle j'ai oublié son nom toujours. Landmann prétend que le mot de H ou As signifie un vaisseau. Donc Ilias signifie le vaisseau sacré. Bon c'est pas. Bon, c'est peut-être plus vrai que ce qu'on nous raconte de l'histoire de France, hein, ça c'est possible. Vous avez également le mot de Hellène, par exemple, le mot de Hellène, qui est le véritable mot grec. Vous savez que le mot de grec est un mot injurieux créé par les Romains. Vous savez ceci, hein, le mot de grécule. Le mot de Hellas signifierait évidemment la même chose, mais dans l'univers, le mot de L, H-E-2-L, signifiant le Al, A-2-L.